Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième séance en C# pour parler des types de données que nous allons pouvoir utiliser et manipuler tout au long de ce cours. D'autres types seront également abordés un peu plus tard, notamment quand vous apprendrez à créer vos propres structures, vos propres, par exemple, énumérations pour avoir vos propres types de données. Mais là, on va se contenter déjà de ce qui est disponible par le langage, quelles informations, quelles valeurs en fait ça va pouvoir accepter. Et comme ça, vous aurez déjà appris pas mal de choses sur cette petite séance qui ne devrait pas être très très longue. Voilà, avec ce qu'on va voir ici. On va directement passer, alors je sais pas si j'aurai rien à programmer de toute façon, mais je me servirai peut-être quand même de cette fenêtre pour montrer certaines choses. Et on va passer directement ici sur ce tableau, donc il y a beaucoup d'informations. Déjà bonne nouvelle pour vous, vous n'allez pas les apprendre par cœur, je vous rassure, il n'y a pas de souci. Vous pouvez retrouver ces informations dans la description de la vidéo si ça vous intéresse, vous aurez un lien en fait pour récupérer toutes ces informations là, si vous les voulez sous la main, dans tous les cas. Et on va déjà parler d'une chose très importante, même si on n'a pas encore vu pour le moment dans le détail ce qu'était un objet, une classe, etc. Il faut savoir que vous avez un type de données qui représente en fait simplement un objet, de manière générale en C#. C'est d'ailleurs ce que j'ai marqué ici, que tous ces types-là que vous voyez dans ce tableau héritent en fait de la classe Object. D'accord, on en parlera un petit peu plus tard par rapport à ce qu'on verra. En gros, nous avons ici différents types, alors ils n'y sont pas tous, d'accord, il y a par exemple le type Dynamic aussi et pas mal d'autres types très spécifiques. On aura l'occasion, je pense, pour la plupart d'aborder au cours de la formation. Mais là, voici les types natifs, on va dire, que vous allez pouvoir utiliser dans vos programmes. Je les ai plus ou moins catégorisés, comme vous voyez ici, j'ai mis des petites séparations pour voir un petit peu les types. Nous avons des types dits intégraux, c'est-à-dire des types qui vont permettre de manipuler des nombres, principalement. On va en parler très rapidement. On a un type ici très particulier pour afficher du caractère Unicode, simple, d'accord, ce qui représente un caractère. On va avoir un type ici, on va en parler aussi. Et on va avoir des types pour tout ce qui est données à virgule flottante, d'accord, des nombres à virgule flottants, notamment ici des nombres décimaux. Quand on veut par exemple manipuler des nombres dans la finance, des valeurs monétaires, on va par exemple utiliser ce type-là décimal qui est conçu d'ailleurs justement et qui est très pratique pour l'usage de telles valeurs. Et on aura enfin un type string qui représente simplement une chaîne de caractères, c'est-à-dire un texte. Ce qu'on écrivait dans console writeline par exemple aura tout à fait ce type-là. D'accord, quand on mettait un bonjour, ça correspondrait à ce type string qui est une chaîne de caractères et en l'occurrence en Unicode pour ceux à qui ça parle, mais on reviendra aussi là-dessus et on apportera pas mal d'éléments supplémentaires pour les prochaines vidéos. En gros, voilà comment ça fonctionne. Vous avez, alors je vais pas rentrer dans les détails trop techniques, parce qu'on pourrait déjà être très technique en fait avec déjà les premières séances de ce cours. Mais en gros, n'oubliez pas que .NET c'est un framework, d'accord? C'est un ensemble d'outils différents qui fonctionne et est intégré, ou en tout cas mis à disposition pour pas mal de langages de programmation que propose Microsoft. Ici, vous êtes en train d'étudier C#, mais il y a également d'autres langages, d'accord? On retrouve Visual Basic, F#, ASP, on retrouve pas mal de technologies ou de langages qui peuvent utiliser cette grosse bibliothèque, en fait, cette gros ensemble, ce gros framework, ensemble d'outils et de fonctionnalités diverses. Donc il y a ces fameux en fait types ici, donc ce que j'appelle ici les alias .NET, d'accord, qui représentent ces données, on va dire, très natives, très standards, d'accord, qui vont avoir certaines informations, mais je ne vais pas rentrer dans les choses trop techniques, et ensuite on va leur attribuer, si vous voulez, des types ici utilisables. C'est-à-dire que ça, en fait, c'est ce qui va être géré par le langage en lui-même, par le même .NET, hein, pour être plus exact, par le framework, et à disposition, nous, ici pour le C#, et pas pour un autre langage, nous avons ces types-là. En termes de syntaxe, parce que c'est ce qui nous intéresse, vous pourrez écrire, donc on va le voir dans la prochaine séance quand on va aborder notamment les variables, hein, pour pouvoir justement manipuler toutes ces données. Vous pourrez dans votre code très bien utiliser ces termes-là pour décrire vos variables. C'est ceux qu'on utilise d'ailleurs dans la majorité des cas, on se contente d'écrire ça. Par exemple, si je veux un jour utiliser une donnée pour stocker, bah tiens, on parlait d'un nombre, je vais écrire ce mot-là, décimal, d'accord, c'est la syntaxe. Donc je vais faire ça et on verra d'autres choses par la suite. Ok, par exemple, moi je vais mettre et on aurait une valeur quelconque à mettre par la suite, mais tout ça on le verra plus tard. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. On a cette partie-là, et vous pourriez très bien écrire l'alias .NET, j'allais dire l'alias décimal, non, l'alias .NET. Donc on pourrait très bien, si on voulait aussi, même si évidemment c'est un peu plus bizarre, l'écrire de cette manière, que j'ai fait tout à l'heure en fait. Pas forcément comme ça, on va mettre ça comme ça, ce genre de choses. Ça fonctionnerait aussi. On retrouve tout à fait le principe de ce qu'on avait vu dans la séance précédente, avec l'espace de nom, d'accord, l'environnement système, et ici, en fait, une classe, d'accord, c'est un peu particulier. On a décimal aussi, qui représenterait un type de données bien précis. Et comme c'est un peu long, comme c'est pas forcément très pratique comme alias, on a pris l'habitude d'utiliser les termes natifs, d'accord, tout simplement un seul mot-clé pour définir un type de données. Donc voilà un petit peu comment ça va fonctionner à ce niveau-là.
Donc je vous les ai mis ici en apparence, parce que généralement quand on enseigne le C# à des gens, c'est quelque chose qu'on nommait, et moi vous savez que le principe dans mes formations c'est de vous donner un maximum d'informations. Si après il y a des choses qui vous intéressent pas, ou vous voulez passer, ou vous pourrez le faire volontairement, mais comme je m'adresse vraiment à tout le monde, je pars du principe qu'il y a des gens parmi vous qui sont très curieux, qui veulent vraiment aller dans le maximum de détails possible, avoir un maximum d'informations, pour pouvoir ensuite savoir effectivement ce que vous maîtrisez, et comprendre un petit peu comment ça fonctionne derrière. Même si pour C# en l'occurrence, à comparaison par exemple d'un langage comme le C++, on est quand même beaucoup plus haut niveau par rapport au C++, donc on a pas mal de choses dans lesquelles on n'a pas besoin de s'occuper. D'ailleurs on en parlera dans la vidéo prochaine quand on abordera les variables, notamment comment ça se passe en mémoire, comment on stocke des informations dans la mémoire et comment c'est géré. Est-ce que c'est au développeur de le faire, ou est-ce que c'est le langage, et notamment des outils qu'utilise le langage, qui se chargent en fait de gérer tout ça à notre place. Donc voilà comment ça fonctionne. N'oubliez pas que ça c'est vraiment proche, c'est les termes proches dits .NET, d'accord, qui représentent les informations. Donc ces types-là en fait sont gérés par le framework qui fait tout un tas de choses en fait pour gérer ces types ici. Et nous, en termes d'usage, c'est quand même plus pratique, on va se servir de ces noms-là, d'accord, des syntaxes pour ces noms-là. Je vous ai mis ensuite la place en mémoire, même si là ça a quand même beaucoup moins d'importance. On va dire que l'information, bon c'est une chose, mais c'est plus pour que vous sachiez un petit peu quel espace vous allez occuper en mémoire au niveau de vos données. Alors, même si aujourd'hui nous avons des systèmes qui sont équipés facilement de 4 Go de mémoire vive, 8 Go, 16, 32, voire plus, pour ceux qui ont vraiment un portefeuille bien rempli, vous avez du coup des programmes, c'est-à-dire que malgré cette énorme taille qu'on a, il n'est pas rare de voir aujourd'hui, notamment dans le jeu vidéo, dans des programmes qui font de la 3D, qui font du calcul, énormément de choses comme ça, d'avoir des programmes qui utilisent 3-4 Go de mémoire vive à eux tout seuls. Juste le programme, c'est pas votre système et tous les logiciels qui sont démarrés sur votre Windows, Linux ou en même temps, on parle d'un seul programme. Donc malgré les quantités de mémoire astronomiques qu'on peut avoir aujourd'hui sur un ordinateur, on peut aussi avoir des programmes qui à eux tout seuls peuvent prendre une énorme partie de cette mémoire. Donc il est quand même intéressant, pas forcément au point de compter chaque octet, chaque bit précis par rapport à ce que l'on veut en termes de, on va dire, d'espace en mémoire, mais de savoir utiliser les bons types de données. Et C#, alors ça peut être vu comme un avantage, comme un défaut. L'avantage c'est qu'il possède, comme vous voyez, beaucoup de types de données. L'inconvénient peut-être, c'est qu'après, on ne sait plus forcément lesquels utiliser, ça pourrait être assez trompeur. On va en parler un petit peu aussi. Il y a déjà deux choses à distinguer en informatique, qu'on retrouve aussi dans d'autres langages, c'est pas propre à C#, ça existe dans pas mal d'autres langages aussi, c'est les types signés et les types non signés. Quand on vous parle d'un type de données signé, c'est un type qui peut prendre une valeur négative ou positive, suivant une fourchette précise de valeur, c'est-à-dire qu'il y a un minimum, une valeur minimale que peut stocker tel type, et une valeur maximale. Et vous avez le type non signé. Le type non signé, on enlève toute la partie négative en fait, de l'adressage possible. Et l'avantage, c'est que la valeur maximale, elle est plus haute, parce qu'on a le même emplacement mémoire que ça va occuper, mais comme on a enlevé toute la partie négative, ça augmente la plage en fait possible de valeurs positives. Et du coup, ça augmente. Et là, vous allez le retrouver du coup très facilement ici. Prenons le type par exemple sbyte très simple, dont l'alias est ce suivant. Il n'occupe qu'un seul octet, 8 bits en mémoire, donc c'est l'unité la plus petite qu'on peut avoir ici sur ce genre d'architecture pour nos ordinateurs par exemple, et on voit qu'il peut stocker ce type de nombre-là. Par exemple, si je veux un jour stocker le nombre 50, je sais qu'avec ce type sbyte, c'est tout à fait approprié. Par contre, si cette donnée peut un jour obtenir une valeur qui est en dessous de moins 128 ou au-delà de 127, on voit qu'il y aura un problème, on sera très vite limité. Donc la bonne astuce, en tout cas ce qui est bon à savoir, c'est d'essayer de rapprocher le type de la donnée que vous allez vouloir utiliser plus tard quand on va aborder les variables dans la séance prochaine, le plus proche des données que vous manipulez, mais aussi prévoir à l'avance, de vous dire par exemple, si je stocke par exemple une donnée, par exemple une valeur en monnaie, de monnaie dans une variable, il faut partir du principe que peut-être cette valeur va énormément augmenter. Et si vous n'avez pas prévu ça au départ, vous allez avoir de gros soucis. C'est une erreur assez fréquente en programmation, et une erreur que même les plus grands font. Par exemple, Google, pour l'exemple, c'est bien, je pense d'en parler, sur YouTube, puisqu'on est sur cette plateforme, a eu ce petit souci, par exemple, en ayant stocké le compteur de vues des vidéos dans un type, notamment un entier. Bon là, c'était par rapport à un système d'adressage, c'était encore autre chose, mais en gros, nous avions donc une valeur entière, qui était accessible dans un type, et il se trouve qu'il y a des vidéos, notamment une, puisque c'est là que on s'est rendu compte du problème, qui a dépassé en fait la valeur maximale que pouvait accepter le type de données dans laquelle Google avait stocké ce compteur de vues. Et quand cette valeur maximale a été dépassée, ça sature,
ça fait un bug, simplement un plantage, et on se retrouve du coup avec une valeur genre plusieurs, face à 9, 9, 9, 9, 9, etc. Et ça a été un gros bug, ça a été bien sûr très vite corrigé. Et voilà le genre de choses qui peut arriver et qui arrive très couramment. C'est pas que chez Google, ça arrive un peu partout. Donc on essaie de faire attention à ça. A l'inverse, si admettons par exemple vous faites un jeu vidéo demain, d'accord, vous voulez faire un petit RPG, pour ceux qui connaissent en tout cas les RPG, c'est un exemple qui est assez parlant, vous voulez à un moment donné un type bien précis pour stocker le niveau de votre personnage. Généralement, sauf certains jeux asiatiques, par exemple, vous savez, les jeux les clickers par exemple, qui permettent d'avoir des niveaux infinis, d'accord, où il n'y a pas vraiment de fin, mais on va mettre à part ces jeux-là. Généralement dans les RPG, classiques ou autres, peu importe, occidentaux, tout ça, le niveau d'un personnage va quand même rarement dépasser par exemple les 1000. D'accord, vous allez rarement avoir un personnage qui a un niveau 880 ou ce genre de choses. Donc utiliser par exemple ce type de données, ici un entier, donc un int non signé, qui occupe bon, quand même 4 octets, donc vous voyez ça occupe 4 fois plus de place par exemple qu'un S-byte, et qui peut aller de 0 à un nombre très très grand, d'accord, on est sur du 4 milliards et quelques, c'est peut-être pas utile, d'accord, parce que si on se retrouve par exemple avec un niveau de personnage maximum qui est, je sais pas moi, que vous avez plafonné à 100, à 200. Par exemple, le jeu Dofus, les niveaux vont jusqu'à 200, admettons, voire un peu plus dans certains cas spécifiques. Ça sert à rien en fait d'avoir un type de données aussi grand, parce que jamais on aura un niveau qui atteindra cette valeur-là. Jamais, jamais, jamais. Donc là, c'est du gaspillage pour rien. On utilise au départ, du coup, des types qui sont bien trop grands par rapport à ce qu'ils peuvent accepter. À comparaison de ce que vous allez stocker dedans. Donc ça, c'est des choses qu'on verra par la suite et que vous apprendrez en pratique dès la prochaine séance quand on va manipuler des variables. Donc voilà les petits points à retenir. C'est essayer de coller au plus proche de la taille que vous allez véritablement avoir besoin concernant cette fourchette de valeurs compatibles, de possibles en fait. Vous voyez que là, par exemple, les nombres à virgule flottante ou les valeurs décimales peuvent accepter des nombres très 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 grands. Donc ça, c'est très simple. De toute façon, c'est si un jour vous voulez une valeur dans la finance monétaire, vous utilisez ce type-là. Au moins là, la question est simple. Je veux manipuler une valeur voilà, monétaire, financière, j'utilise le type ici. D'accord, ça c'est pour un nombre décimal, c'est le plus simple. C'est celui qui occupe le plus d'espace en mémoire, certes, mais c'est celui qui est vraiment conçu pour ça. Du nombre à virgule flottante, vous avez ça. Alors pourquoi j'ai décimal pour les valeurs monétaires? Parce que c'est aussi le plus précis. D'accord, au niveau de la précision, il sera le plus précis. Vous voyez qu'il va jusqu'à 29 chiffres significatifs, quand même énorme, et ça permet d'avoir quelque chose de très très exact. Donc on utilisera ça. Après, on a des choses avec une précision beaucoup moindre, mais qui vont prendre moins d'espace et qui accueillent des nombres aussi plus grands. Vous verrez qu'ici, par exemple, il peut y avoir des nombres qui vont vraiment très très grands. Au niveau du double, là, on a une 10 puissance 308. Donc on a des nombres astronomiques avec moins de précision, mais on a des nombres très très grands aussi. Bon, voilà, et selon les types qu'on a, il y a pas mal de choses comme ça à prendre en compte. Ce type-là, à moins d'avoir quelques exemples, vous l'utiliserez quasiment pas, mais je le mets quand même parce que c'est bien de savoir qu'il existe, d'accord, et que c'est un cas un peu particulier. Vous avez le type booléen. Le type booléen, ça si vous n'avez jamais fait d'informatique, vous ne connaissez pas forcément ce principe. C'est très simple, c'est dans le cas où vous avez une donnée qui a besoin de prendre une ou deux valeurs et rien d'autre. C'est-à-dire que c'est soit oui, non, vrai, faux, 1, 0, donc parce que c'est comme ça que c'est représenté. Vous avez donc ce type booléen qui entre en œuvre. False est souvent de toute façon associé à la valeur 0, et true, pour vrai, est associé à la valeur 1. C'est un peu comme le système de courant qu'il y a dans les transistors dans vos appareils électroniques. 1 quand le courant passe, le circuit est fermé, 0 quand le circuit est ouvert, quand le courant ne passe plus. Donc on représente ça et c'est ce qu'on appelle une valeur booléenne, d'accord, qui est donc qui a comme alias système.boolean, ici, qui n'occupe qu'un octet, même si bon, il peut y avoir des cas particuliers, mais on va pas rentrer dans des choses très techniques. Après là on aborderait l'architecture et l'assembleur, donc on serait vraiment sur le fonctionnement des processeurs et comment ils gèrent tout ça, mais c'est évidemment pas l'objectif et pas le sujet de ce cours ici, donc on va en rester sur ces choses et sur ces principes même qu'on a pour cette partie. Je crois que j'avais dit tout ce que je voulais dire. Donc en gros, vous voyez que si vous utilisez un nombre, par exemple ici, il est où ici, voilà, par exemple le short en version signée, vous voyez qu'il accepte un nombre négatif, moins de 32 000 et quelques, jusqu'à 32 000. Et là, si vous prenez sa version non signée, comme il n'y a pas de valeur négative, comme je vous disais tout à l'heure, et bien là, du coup, on peut aller en valeur maximale jusqu'à 65 535. On va bien au-delà de la valeur en signée. Donc, prenez l'habitude d'utiliser ça. Encore une fois, inutile de les apprendre par cœur, même si on retrouve ces nombres, bien sûr, de manière similaire dans pas mal de langages, puisque comme les types, pas pour tous, attention, c'est pour ça que ça c'est pas forcément propre, c'est pas forcément quelque chose de général, mais en gros, si vous avez un entier qui occupe 4 octets, vous retrouverez toujours un peu les mêmes valeurs, vous verrez, d'un langage de programmation à l'autre. Donc pas besoin pour autant d'apprendre ça par cœur. Personnellement, vous doutez bien que je connais pas ce nombre par cœur, d'accord, ce serait ridicule et ça servirait strictement à rien. Mais c'est bien de savoir en tout cas, voilà, que quand on a plus ou moins telle donnée, il faut plutôt utiliser tel type. Quand on a une donnée qui peut aller jusqu'à tel nom, c'est plutôt mieux d'utiliser tel type, etc., etc. Quand par exemple vous avez des données qui ne seront jamais négatives,
autant partir sur des types non signés. Sauf si vous trouvez un type signé qui prend moins de place en mémoire. Mais si vous regardez bien, là vous avez les types signés, il y en a 4, 1, 2, 4 ou 8 octets, et vous avez les mêmes en non, en non signé, qui prennent pareil 1, 2, 4, 8. Donc il n'y a pas vraiment de différence. Que vous preniez le signé ou le non signé équivalent, c'est la même occupation en mémoire. Donc pas de perte, enfin pas de gaspillage par rapport à ça si vous décidez de passer sur du unsigned quelque chose, d'où le U qui est ici, ou la valeur signée, tout simplement. Je crois que tout est dit par rapport à ça. Alors il y aura évidemment pas mal d'éléments que je vous ai pas donné, mais de toute façon on est vraiment au début du cours, il y a plein de choses encore qu'on n'a pas abordées ensemble, il y a plein de choses que vous ne connaissez pas encore, que vous allez apprendre au fur et à mesure. On reviendra sur les types, on va apprendre à les manipuler, on verra qu'il y a aussi des types valeurs, donc les types valeurs, bah, ce sont en fait, alors ça que j'en ai pas parlé, c'est quand même très important, on peut le dire maintenant, même si je vais de toute façon en reparler dans la prochaine vidéo, mais nous avons deux catégories principales de types. Nous avons des types valeurs. En gros, vous allez choisir un type de données, et vous allez stocker une valeur directement dedans. Si un jour vous voulez changer cette valeur, ce qu'on apprendra à faire avec des variables, c'est le principe, ça va créer une copie, d'accord? On va faire une copie pour accueillir cette nouvelle valeur qu'on a obtenue. Tandis que nous avons des types références, c'est notamment le cas par exemple des types qu'on va apprendre à créer ou qu'on apprendra à manipuler, je pense notamment ici à string, où là carrément vous avez en fait la donnée, d'accord? Et dans laquelle vous stockez une référence à quelque chose. Ce qui fait qu'on peut avoir par exemple plusieurs données différentes qui font référence à la même information, et si on change une des variables, parce que c'est comme ça qu'on va l'appeler, c'est comme ça qu'on le verra plus tard, vous allez évidemment modifier ailleurs. Il n'y a pas de copie en fait, donc c'est plus économe en manipulation. Là où les types valeurs vont faire des copies à chaque fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus utiliser que ça, on verra que c'est bien de manipuler aussi d'autres types. Les types références, eux, font référence justement à des informations et ne vont pas effectuer de copie à chaque fois. Ils vont modifier la donnée elle-même sans faire une copie de cette donnée pour la changer, ce genre de choses. Voilà, ça c'était le petit mot de la fin, c'était important de le dire. S'il y a des questions, il ne faut surtout pas hésiter dans les commentaires de la vidéo à les poser par rapport à ça, même si je pense qu'il n'y a pas grand chose de compliqué. On va mettre en pratique un peu tout ça et l'utilisation de ces types de données justement dans la prochaine séance, puisque nous allons parler des variables. Voilà, on a une bonne petite séance qui sera un peu plus longue que celle-ci, avec beaucoup de choses à voir. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Pensez encore une fois à l'abonnement sur la chaîne si ce n'est pas fait, ou si ça a été oublié ou retiré par YouTube, sait-on jamais. N'hésitez pas à vous abonner, à faire connaître la chaîne à un maximum de monde, partager les vidéos, les playlists, n'hésitez pas, elles sont là pour ça, donc faites-vous plaisir, à liker si vous avez aimé le contenu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine séance, on se retrouvera du coup sur Formation Vidéo pour un prochain cours, en tout cas en C# sur les variables. A bientôt tout le monde.